Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents, peut-être certains d'entre vous en attendent depuis quelques temps, mais on est ravis de continuer cette soirée porte ouverte. C'est un nouveau concept où en fait on est effectivement en train de présenter les différentes spécialisations de l'école et on va aborder là maintenant la petite nouveauté, qui n'est pas une si petite nouveauté finalement puisque c'est quand même une formation à part entière, à savoir le storyboard. On est dans un contexte un peu particulier, hein, je suis masqué et les intervenants également, mais comme on a respecté les règles d'hygiène et de distanciation sociale, on va pouvoir se démasquer à partir de maintenant et c'est parti. Ouais, on aurait pu faire un décompte, des effets spéciaux, on est une école de dessin, mais finalement on a décidé de faire ça normal. Alors avec moi aujourd'hui en ligne sur Teams, Quentin Rebrecht. Bonjour Quentin, je ne sais pas si... Bonjour. Et ben voilà, bonjour Quentin. Storyboarder, professeur à l'école, ancien Oui, diplômé de l'école 2015 toi, hein, parce que je crois. oui, 2015, oui. Voilà, qui va donc intervenir en tant que, pendant ce live en tant que professionnel pour expliquer ce que c'est qu'un storyboarder, les qualités, les attentes de ce métier spécifique. Florian Touret, bonjour Florian, réalisateur chez Caribara, voilà, Directeur artistique, directeur réalisateur, artistique, c'est déjà bien. réalisateur Ouais. et plein d'autres choses. Mm. Également ancien diplômé de l'école, professeur à l'école Émile Cole en section cinéma d'animation. Alexandre Maubaret, qui est donc le futur responsable du site de l'école Émile Cole à Angoulême, puisque cette formation se déroulera à Angoulême. Et enfin, Émeric Narbonne, voilà, qui est notre directeur pédagogique de l'école. Et on est très, très heureux de pouvoir présenter cette nouvelle formation. Alors, on va, je pense, rentrer un peu directement dans le vif du sujet. Quentin, si tu nous Mhm. reçois, Oui, euh, c'est bon. peut-être présenter la matière, qu'est-ce que c'est que le storyboard, ton expérience, comment tu es arrivé à ce métier en tant qu'ancien colien, tes productions, tes douleurs, tes peines, tes joies, ce que tu veux, Ça fait, mais ça fait beaucoup, ça hein. fait beaucoup. Ok. Je te laisse la parole. Donc, je vais commencer par le début. Donc, j'ai été diplômé en 2015 d'Emile Cole et j'ai eu mon premier travail grâce à la job dating de l'école, qu'avait organisé l'école. Avec ça, globalement, avec cette journée cette rencontre, j'ai trouvé 2 ans de travail, à peu près. 2 ans de Euh, travail, Oui, globalement, avec cette journée, uniquement cette journée, j'ai globalement trouvé 2 ans de travail. c'est rentable. C'est assez rentable. Ouais. J'ai commencé donc en étant assistant storyboarder sur le film J'ai perdu mon corps, qui ensuite je suis devenu storyboarder pour faire l'ensemble du film. C'est la scène que vous voyez actuellement à l'écran que j'ai commencé à faire et qui m'a valu le travail pour le reste du film. Le film J'ai perdu mon corps, peut-être un mot Le sur... film J'ai perdu mon corps. En fait, en 2015, quand j'étais assistant, on faisait 10 minutes d'animatique. Donc l'animatique, c'est le storyboard animé, enfin monté en vidéo, pour vendre le projet. Et donc en fait, ce que vous voyez là, ça fait partie de l'animatique qu'on a réalisé pour vendre le projet. Et donc aujourd'hui au storyboard, on travaille essentiellement en animatique. On travaille vraiment plus en image par image. Comme on pouvait le voir à Disney sur les petits post-it comme ça, quoi. On travaille directement en vidéo. Donc on a fait ça pendant 3 mois pour faire les 10 minutes d'animatique. Après, il y a eu une pause le temps qu'on trouve les financements. Je suis allé faire une saison sur une série qui s'appelle Kaelu. Et après cette saison-là, je suis revenu sur le film. Et là, on a fait un an complet de production pour le storyboard du film. Et après ça, s'en suit plein d'autres Le, le- productions comme oui, non, le vas-y. film en question, je crois qu'il est allé outre-Atlantique, hein, me semble-t-il. Ah oui, alors le film J'ai perdu mon corps, on est les premiers en environ 70 ans à avoir gagné un prix à Cannes en animation. On a gagné le Cristal à Annecy du meilleur film et du prix du public. On a été nommé aux Oscars et on a remporté 2 Césars aussi. C'est une première pour un film d'animation. C'était le meilleur film d'animation et meilleure musique au César. Et je crois pas que ça soit déjà arrivé. Euh,
Et ensuite, j'ai travaillé sur un autre film qui s'appelle Le Sommet des Dieux, qui devrait sortir enfin, dans l'année, je pense, peut-être un an environ. Et d'autres productions, des séries, des pubs, des trailers de jeux vidéo aussi. Ah oui, d'accord. Et donc, comment tu qualifierais justement ce rôle du storyboarder aujourd'hui? Là, tu as fait du long, tu étais en train de parler du jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, le storyboard, c'est vraiment la transcription du scénario en images sous la direction du réalisateur. C'est que le réalisateur va nous dire, tiens, je veux que cette scène-là nous fasse peur ou au contraire nous émeut. Et bien, moi, je vais dessiner les cadres dont il a besoin pour raconter son histoire. Et mince, je crois que je vais devoir me déplacer. Attendez. Eh ben, pendant que tu te déplaces, je vais interroger peut-être Florian, parce que tu parlais du réalisateur, du scénariste. Oui. On peut le faire à deux voix, hein, même pendant que tu sais bien de voir comment. C'est chez toi? C'est grand, hein? Ouais, non, oui, voilà. Ça paye bien. Je suis dans la cafétéria du studio et en fait, il y a un concours de baby-foot qui se lance et j'étais devant le baby-foot. Ok. Voilà. Vas-y Florian, je te donc oui, en effet, le storyboard, c'est la mise en image du scénario. Le storyboarder, c'est vraiment le bras armé du réalisateur. Le réalisateur a en charge la cohérence, c'est un peu le chef d'orchestre du projet. Donc c'est lui qui va gérer. Il participe très souvent à l'écriture. En tout cas, il intervient dès l'écriture jusqu'à la finalisation, la musique, la direction des voix, en passant par évidemment tout ce qui est image. Donc ça va être storyboard, décor, personnages, etc. Et le storyboarder va vraiment... c'est le bras armé du réalisateur dans le sens où l'étape du storyboard est fondatrice en animation. Car à la différence d'un film en prise de vue réelle, l'animation a la spécificité de faire son montage et de faire sa mise en scène avant de commencer à tourner, si on peut prendre cet exemple-là. C'est-à-dire que l'animation, c'est un médium qui est très cher et on doit être très malin pour faire la meilleure qualité possible dans des coûts maîtrisés. Et donc le travail du storyboarder va être de mettre en scène tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été pensé en termes de narration par des scénaristes, et de le mettre en scène de manière évidemment cinématographique, cohérente et aussi techniquement possible, évidemment. Donc c'est important qu'un storyboarder connaisse la chaîne de fabrication. C'est un poste qui est très riche et qui doit être très complet. C'est-à-dire qu'un storyboarder connaît à la fois le layout, connaît l'animation, connaît la perspective, le langage cinématographique. Et donc c'est pour ça que ça demande de grande qualité. C'est difficile de devenir storyboarder, Quentin, Florian? Alors, il y a plusieurs moyens de le devenir. Si on n'a pas d'expérience, en fait, les entreprises font souvent des tests. C'est-à-dire que quand ils cherchent de nouveaux storyboarders, ils vont faire passer des tests aux postulants et en fonction du résultat, ils vont pouvoir être recrutés. Donc, soit il y a cette démarche-là, soit vous avez réalisé un film ou d'autres animatiques qui vont être repérés et ensuite ils vont vous proposer le travail. En effet, pour Vas-y, pardon. Non, c'est qu'en fait, moi, je suis assez un cas particulier parce qu'à partir du moment où donc il y a 5 ans, où j'ai fait la job dating, je n'ai jamais plus rien présenté pour être embauché. Ça a toujours été du bouche à oreille et ça marche comme ça depuis 5 ans. 6 ans maintenant, des choses comme ça. Ouais. Et ça clairement, c'est vrai parce que les bons storyboarders sont rares. Et d'où l'importance d'une formation. Les bons storyboarders sont rares et c'est vrai que quand on en a quand un réalisateur, on bosse avec un bon storyboarder, c'est vrai qu'on ne le lâche pas ou on le conseille à son copain et ça marche énormément par réseau. Le système de test va être en effet demandé souvent pour des juniors. Mais moi, je modère un petit peu. Tu as eu la chance de pouvoir enchaîner directement sur du storyboard, et voilà, mais parce que j'imagine, voilà, tu avais un grand talent et qui a été repéré, c'est super. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, c'est pour ça que je précise un cas particulier. Oui, clairement, parce que c'est vrai que
de ce que je vois quand même dans l'industrie, un storyboarder, c'est un peu, pas une consécration, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas un aboutissement. On commence rarement storyboarder. Quand on démarre dans l'animation, sortie d'école, on commence rarement storyboarder parce que les formations ne sont pas axées dans ce sens-là, pas encore axées dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est un accomplissement dans le sens où les meilleurs storyboarders sont généralement des gens qui sont passés par les autres postes et qui ont compris, vu toutes les problématiques qu'un mauvais storyboard avait. Et une mauvaise mise en scène où on sait qu'on peut faire un plan de X façons différentes. Il y a des façons qui sont malines, parce qu'ils mêlent à la fois la cohérence économique, facilité et surtout ce qu'on raconte en tant qu'auteur, ce que le plan doit raconter. Et quand on a fait de l'animation, quand on a fait du décor, quand on a fait même du layout, généralement on est un meilleur storyboarder. Alors après, il y a des gens pour qui c'est inné, mais on est un meilleur storyboarder parce qu'on a ces problématiques en tête quand on met en scène un script. Alors oui, j'aimerais apporter la nuance aussi sur ça, c'est qu'en fait, ça dépend aussi du type de production qu'on fait. Ouais. Parce que en animation, par exemple, vous avez donc des séries télé, du film ou des trailers de jeux vidéo. Ça nécessite des mises en scène différentes et des références différentes. Et en fait, toute une technicité qu'on peut avoir développée sur toute une carrière dans le cartoon ne va pas forcément être valable quand on va aller border du réalisme ou de l'action. Et du coup, en fait, c'est vraiment là la culture cinématographique qui rentre en compte et moins le background technique de la personne. C'est important ce que tu dis. Ouais. Justement, on a fait le choix pendant cette petite présentation de mettre tout de suite en avant de parler de la formation, l'aspect métier. Et ce qui ressort là, de ce que vous dites, c'est que finalement, il y a plein de styles au niveau du storyboard, sur le long, le cartoon et autres. C'est des métiers où il n'y a pas de formation dédiée. Nous, on forme des jeunes au cinéma d'animation dans un pipeline global. Donc, je veux dire, ils ont à un moment donné abordé la notion de storyboard, mais pas dans ces dimensions-là. C'est pour ça que je pense que je voudrais qu'on discute maintenant avec Aymeric et avec Alexandre, et puis évidemment Quentin et Florian, sur cette nécessité de faire une formation qui nous est apparue à la demande d'ailleurs de pas mal de studios. Peut-être Aymeric, tu peux commencer à dire un mot. On a aussi un PowerPoint qu'on peut commencer à afficher, je pense, en bac, où on a des choses à raconter. Alors, on va balayer un petit peu cette formation justement qui effectivement fait écho à ce que vous venez de préciser pour le storyboard, tous les enjeux du storyboard, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, et le métier de storyboarder qui est aussi un maillon très important dans la production. C'est la première fois, tu l'as dit, qu'un texte devient image, et c'est un moment magique quand même, mais qui nécessite forcément du dessin, qui nécessite aussi une grande culture cinématographique, et donc dessin, culture cinématographique égale call. Non mais en toute modestie, c'est-à-dire que l'idée elle fait sens parce que l'école elle est quand on parle de narration, de séquencer une histoire. Call, c'est une histoire, c'est une école de bande dessinée, c'est une école qui a l'habitude de cadrer, de raconter des histoires, tout en s'appuyant sur une expertise de dessin très forte, une grande humilité, une grande capacité à produire régulièrement et beaucoup. Ce qui est nécessaire dans le storyboard, parce que le storyboard, il faut produire énormément très vite. Moi, je ne suis pas storyboarder, donc vous m'arrêtez si je dis des grosses bêtises, surtout. Moi, j'aimerais juste faire une nuance sur ce que tu viens de dire. C'est que le storyboard, ce n'est absolument pas de la bande dessinée. Non, et la narration en bande dessinée est extrêmement différente. Je l'ai tenté. De celle du cinéma. Le débat est ouvert, mais il est clos également. Donc... Non, mais naturellement, c'est pas de la BD. Mais en tous les cas, la question du séquençage de la narration est inhérente à plusieurs médias et transversale quand même. Donc la question pour nous, ça a été effectivement école de proposer une formation avec notre savoir-faire sans galvauder non plus qu'est l'école Émile Coll. C'est 850 étudiants, c'est 37 ans d'existence, c'est une relation très intime avec le dessin, avec l'image, avec la culture, avec l'histoire de l'art, et donc forcément on a voulu explorer cette piste
Philippe Rivière, le fondateur de l'école, est un réalisateur prise de vue réelle qui a donné des cours de cinéma que j'ai, je ne vais pas dire subi, mais que j'ai mais reçu. Voilà, merci. Non, mais c'est une histoire qui est intimement liée à celle de l'école, et c'est vrai que ce besoin de storyboard et de layout est devenu de plus en plus critique, et donc il est normal qu'une école qui travaille beaucoup avec les studios, tu as parlé du job dating, on a énormément d'échanges avec beaucoup de studios, se positionne aussi pour répondre à une demande, parce que c'est tout à fait normal, et on pense qu'on est plutôt, avec notre expertise, bien positionné par rapport à ça. Peut-être qu'Alexandre, justement, peut parler un peu de l'animation en quelques chiffres, sous le contrôle de Maître Florian. On a effectivement un slide là-dessus également. Ouais, merci Antoine, et sous ton contrôle, Florian. Ce que tu disais, Aymeric, c'est que cette formation, en fait, elle répond à une demande exprimée par les studios. Pourquoi ? Parce que le secteur de l'animation est en forte progression. Depuis une dizaine d'années maintenant, ça représente 7500 emplois en France. Il y a de plus en plus de studios en France, il y en a beaucoup en Charente. Maintenant, la Charente est le deuxième bassin d'emploi pour l'animation en France après l'Île-de-France. Donc il y a une cohérence à ce que cette formation s'ouvre, spécifique et dédiée au storyboard et au layout, et qu'elle s'ouvre à Angoulême, dans cette place forte de l'animation. Yes. Et c'est d'autant plus intéressant que l'Angoulême fait également de la BD. Mais ça, je ne veux pas remettre un petit coup là-dessus. Est-ce qu'on peut peut-être dire pourquoi se former en storyboard et layout ? Donc, tu en as parlé, mais aussi intensivement que ce qu'on veut proposer. Aymeric, peut-être dire un mot là-dessus, mais... Alors, on va rester une formation et une école. C'est-à-dire qu'on va accompagner nos étudiants qui vont faire ce cursus de 2 ans. Ça représente 1800 et quelques heures, 1858 je crois, sur 2 années en dessin et en storyboard. Mais on va rester une école, c'est-à-dire qu'on va explorer beaucoup de pistes. Ce que j'ai entendu avec votre échange introductif, c'est que le storyboard, c'est plein de choses. C'est du long métrage, c'est du cartoon. Quand on fait du cartoon, c'est du muet. Le cinéma muet, c'est pas la même chose que le parler. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va explorer dans cette formation. On va également explorer des pistes, peut-être des tentatives, de la recherche, essayer de positionner aussi comment est-ce qu'on peut pousser le cartoon jusqu'à son extrême, par exemple. Parce qu'en production, c'est pas toujours facile de le faire dans un studio. Dans une école, on peut faire des tentatives. Donc on va déplier ce programme sur 2 ans, avec une première année où on va évidemment beaucoup dessiner, mais toutes les matières vont converger vers le storyboard. C'est-à-dire quand on va faire du décor, quand on va faire du dessin de décor, on va faire du dessin d'objets, on va faire aussi du modèle vivant. Alors on ne va pas évidemment dessiner de l'anatomie dans cette formation exactement comme une formation d'illustrateur. Tout simplement parce que la plupart du temps, quand on fait un storyboard, enfin sauf si on le fait pour un personnage très musclé, les personnages sont habillés. Donc il va falloir qu'on ait une perception juste de la représentation humaine, utile, cohérente, narrative, qui puisse être comprise, c'est-à-dire quand quelqu'un lit le storyboard, il sait comment est cadré le personnage, pourquoi il est là, quelles sont ses intentions également, si possible. Et donc on va aller vers des explorations de dessin qui vont nous conduire vers le storyboard. Il y a aussi une énorme culture cinématographique qui va être enseignée, c'est une chose que vous avez soulignée. Je crois, Quentin voulait dire un mot là-dessus, Ouais. hein. En tout cas il m'a dit là, avant de dire oui, je veux bien parler avec vous, mais est-ce que vous allez faire et regarder des films pendant vos formations ? C'est ce que tu m'as dit, Quentin, je crois. Je sais, parce que pour moi, c'est vraiment indispensable et indissociable de la formation. Parce que je sais que, pour ma part, j'ai appris la mise en scène juste en regardant des films. Quand j'étais à l'école, je regardais 3 films par jour, et c'est ça qui m'a formé en réalité. Ouais, Et c'est important. Et nous, on prévoit quoi ? Alors, il y a 4 heures de cinéma par semaine, ce qui est beaucoup pour une formation de 900 heures. Ça commence à être en première année, donc il y a beaucoup de cinéma. On va aussi essayer d'obliger on va obliger nos étudiants, on va pas essayer, on va le faire. C'est décidé d'envoyer nos étudiants au cinéma au moins une fois par semaine. Il y a des cinémas à Angoulême et on a ce projet de les envoyer en salle parce qu'on pense que c'est important. Dès qu'elles seront réouvertes, on veut qu'ils y aillent.
Et effectivement, le cinéma, ils vont explorer tout un tas de cinéma. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire d'animation si on ne connaît pas Buster Keaton et Chaplin, qui sont des gens qui sont dans le déséquilibre permanent. Et l'animation, c'est le déséquilibre. Et si on ne regarde pas comment ces gens-là ont travaillé, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Alors, c'est pour ne citer que, mais c'est un exemple pour dire qu'effectivement, on va reposer toute la pédagogie sur l'histoire du cinéma, qui est quand même maintenant conséquente, avec diverses écritures, mais pas seulement d'ailleurs le cinéma mainstream. On a tout le cinéma d'arrêt d'essai et tout le cinéma d'auteur qui doit être exploré également, justement parce qu'il y a des tentatives qui sont faites. Voilà, Claude Lelouch, quand il pose une caméra sur une voiture et qui fonce en plein milieu des rues de Paris, sont des choses qu'on réutilise aujourd'hui dans le storyboard et qu'il faut impérativement voir pour comprendre pourquoi il l'a fait. Évidemment, ça serait un film absolument intournable aujourd'hui à Paris, mais à l'époque, ça se faisait, et c'est des choses qui sont très importantes. Donc, 2 années d'études avec... Je t'en prie, vas-y, interviens. Rajouter quelque chose là-dessus. Faut pas avoir peur de ses références aussi, et d'avoir conscience qu'on travaille dans la continuité du cinéma et de l'histoire du cinéma. Et par exemple, quand tu disais que justement le cinéma mainstream peut s'inspirer du cinéma d'auteur et d'arrêt d'essai, l'inverse également. Je sais que récemment, je me suis inspiré de Bad Boys 2 pour faire des plans sur un film d'auteur. Et les deux s'inspirent et jouent l'un avec l'autre. Et il ne faut pas oublier que justement nos films sont faits pour être projetés au cinéma ou dans un écran, et que quand David Fincher sort un film, le nôtre sort à côté du sien. Et donc il faut avoir conscience du métier, et on fait exactement le même métier que eux peuvent faire. Voilà. En 2e année, parce que c'est aussi le but de cet événement, c'est d'aller dans l'exploration des matières. On nous pose des questions, donc on se dit, c'est pas mal d'en parler maintenant. Vers quoi on va ? Alors, en 2e année, on va renforcer évidemment tous les acquis de la première année en continuant des fondamentaux, parce qu'on pense que, on pense que le dessin n'est pas une chose qui doit s'arrêter à un moment. D'ailleurs, on a des formations aujourd'hui dans des studios où on revient au dessin parce qu'on sent que la gestuelle, elle est nécessaire. Donc, on va essayer d'impulser aussi on va essayer de rendre addicts nos étudiants au dessin pour que même quand ils soient storyboarders, ils reprennent le goût à dessiner des choses dehors, à retourner faire des fondamentaux, parce qu'on sent que sinon on s'enferme dans une espèce de routine, et ça c'est quelque chose qu'on veut casser. Et donc on va l'impulser tout au long de ces 2 années, l'amour du dessin. On va évidemment aborder plus l'aspect production, plus également la formalisation du storyboard, c'est-à-dire que notre projet c'est évidemment de pousser les films, c'est-à-dire de travailler sur des films, des storyboards qui vont être réalisés ensuite par d'autres étudiants de Cole ou d'autres écoles à Angoulême par exemple, parce qu'on ne peut pas être storyboarder si on ne sait pas à quoi va ressembler un film une fois que c'est fini. C'est-à-dire en gros le produit fini c'est le film, nous on est storyboarder, mais à un moment il va bien falloir qu'on voit si... qu'est-ce que ça a donné notre storyboard ? Il a marché, il n'a pas marché, ou est-ce que ça s'est arrêté ? Et donc ça, c'est évidemment, on ne le fera pas à l'école. Nos étudiants vont animer. Ils vont animer dès la première année, ils vont animer sous harmonie, ils vont animer traditionnellement. Alors, ce n'est pas une école d'animation, mais on ne peut pas non plus, on est intimement persuadé qu'on ne peut pas faire de storyboard si on ne sait pas quelles sont les contraintes, les limites de l'animation. On ne va pas former des animateurs, peut-être deviendront-ils un jour s'ils le souhaitent, mais c'est important pour nous qu'ils comprennent où ils se positionnent dans la chaîne de production, d'où ils viennent, où ils vont et quelles sont les contraintes, parce que quand on propose un storyboard pour l'animation, on a les questions de frontalité, les questions de spatialisation, de profondeur. Il y a des choses qui coûtent plus cher à faire en animation. Dès qu'on commence à mettre de la perspective et qu'on commence à faire des choses, forcément ça a un impact, et ça on ne peut pas le comprendre si on n'a pas étudié la production et l'animation, et donc on doit être un peu responsable. Un storyboarder, c'est pas quelqu'un qui travaille tout seul. Tout à fait. D'ailleurs, on n'est pas nous-mêmes tout seuls à Angoulême, Alexandre. On rejoint le pôle Magélis, on est en train d'aménager des locaux. On a même, je crois, des photos des travaux à vous montrer. Peut-être peut-être Alexandre, un mot sur cet univers qui va attendre les étudiants. C'est Angoulême, c'est quand même fort comme endroit, et ça faisait sens que l'école Émile Coll aille à Angoulême. Nous, à la base, ce n'est que Lyon, l'école Émile Coll, en France. Et on n'avait pas cette volonté d'aller ailleurs. Et c'est vrai que le discours nous a séduits auprès de Magélis. Voilà, je te laisse dire un petit mot là-dessus.
comme tu le disais Antoine, hein, l'école va s'intégrer au pôle Magélis et s'intégrer dans une dynamique très forte à Angoulême au sein de l'image au sens large avec l'animation, jeux vidéo, l'édition, la bande dessinée. Donc c'est l'école qui va intégrer et qui va participer à l'animation de ce pôle Magélis qui regroupe déjà plus d'une dizaine d'écoles. Il y a de nombreuses écoles, dont Émile Cole, qui vont ouvrir. À la rentrée, les locaux vont être installés à côté d'autres écoles et on travaille à peaufiner les locaux pour que les étudiants soient accueillis dans de très bonnes conditions. La date de rentrée d'ailleurs? La date de rentrée sera le 4 octobre. Normalement. Si tout va bien. 2021. 2021, je voulais pas préciser l'année, mais c'est pas grave, maintenant c'est fait. Normalement c'est cette année, hein, c'est ça. Donc voilà, avec d'autres écoles aussi sur le site, avec je pense un effet campus, hein, une émulation, un enrichissement mutuel des étudiants. Donc ça fait vraiment du sens que l'école s'ouvre à Angoulême. Il y a combien d'étudiants à Angoulême? Il me semble que c'est plus de 9000 étudiants sur la population, c'est ça. 40 000 personnes. C'est ça, en fait c'est une ville étudiante qui ne le dit pas forcément parce qu'il y a d'autres villes plus grandes à côté, mais en fait avec les écoles qui existent déjà, c'est une vraie ville étudiante Angoulême. Et sans parler des studios qui apportent beaucoup de jeunes évidemment aussi. Donc un très fort dynamisme. Et tout se fait à pied, ça fait un peu les jambes parce que ça monte et ça descend, donc voilà, c'est pas mal. Tu connais Angoulême, Florian? Je connais Angoulême, je connais très bien Angoulême évidemment, et nous on vient d'ouvrir un studio, on est en train d'ouvrir un studio là-bas, donc Caribara est en train de monter un studio à Angoulême, donc on va avoir besoin de storyboard. On va se reparler, Florian. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les prérequis? Moi je propose donc de dire un mot sur les prérequis, il nous reste à peu près 5-10 minutes. Un mot également sur l'aspect métier, quand même. Quentin, toi, aujourd'hui, je suppose que t'es plutôt pas en demande. Je veux dire, t'as de quoi travailler, c'est un métier en tension. Tu sais, on dit souvent ça. Je te laisse prendre la parole là-dessus, éventuellement. Effectivement, en termes de quantité de travail, oui, il y en a énormément. Quand je travaille pas, c'est plus par choix que par contrainte. Effectivement, non, il y a énormément de travail. Donc, oui, si vous venez, vous en trouverez quasiment obligatoirement, quoi. Enfin, obligatoirement, non, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes, en tout cas. Oui, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, Xilam disait dans la conférence de presse qu'on avait tenue il y a quelques temps que dans 2 ans, ils vont être à la recherche d'une 50aine de storyboarders. Alors, je sais que tu connais un peu Xilam par là-bas, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Marc Dupont-Avis. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un métier en tension, et donc nous, on est là pour répondre à cet aspect. On n'a pas parlé du layout quand même aussi, parce que c'est aussi une composante. Tu as parlé, Émeric, de l'aspect d'animation, de comprendre les différentes étapes. Avant d'aller sur les prérequis, peut-être Florian, un mot sur le layout, parce que c'est pas quelque chose qui est connu peut-être du grand public. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est connu du grand public. Le layout, c'est en gros, je peux expliquer ça simplement. Pas simple. Il y a autant de définitions de layout que de studios en France. Je tiens à préciser. Parce que en fait, c'est aussi un mot valise, dans lequel on met un peu ce qu'on veut. Mais en gros, c'est la préparation technique du plan. Si je simplifie au maximum, c'est une étape qui existait en France, qui est partie, qui a disparu parce que des nouveaux logiciels sont arrivés, ont permis de faire du storyboard un peu plus poussé, etc. Et qui revient maintenant, parce qu'on se rend compte que ne pas avoir de layout, c'est des ennuis par la suite. Et c'est vrai que c'est aussi un poste qui incombe de plus en plus aux storyboarders. Donc ça, Quentin, tu me diras, tu valides ou pas. Mais en gros, là où avant un storyboarder, juste il disait le personnage il entre dans le champ côté droit, il fait telle action, il s'en va et on fait ça en 3 cases. Maintenant, un storyboard, c'est vraiment la bible du projet. C'est sur ce document que 100, 200 personnes vont travailler derrière. Et donc, au plus on a d'informations dans ce storyboard-là, au mieux ça va se passer derrière, au plus on va lever les lièvres, les futurs problèmes, les interrogations, etc. Ce qu'on se rend compte, c'est que... vas-y. Non, je voulais juste rajouter, c'est justement sur les storyboards. Ouais. On ne travaille plus case par case et avec des flèches. On travaille constamment en vidéo et en animation. Pardon.
Alors ça reste des cases, mais c'est vrai que le Ouais. storyboarder, on valide des animatiques. En fait, c'est ça la subtilité, c'est que ça reste des cases de storyboard parce que dans le logiciel ou on pourrait les imprimer en cases, mais c'est vrai que les validations qui avant se faisaient au mur avec des post-it, et on regardait et le storyboarder pitchait son idée. C'est vrai que maintenant, avec la technique, avec les nouveaux outils, avec les nouveaux logiciels, on est capable très simplement de poser une bande son, d'aller retimer. Si on a besoin de faire un blink, on duplique le plan et on va faire un petit blink. Donc il y a une facilité d'exécution qui est juste facilitée par les outils, hein, simplement. Avant, quand on devait faire une modification, on allait à la photocopieuse, on mettait du blanco, on photocopiait, on agrandissait le plan, etc. C'était une tannée. Donc, de fait, les storyboards étaient beaucoup plus simples parce que ça prenait un temps monstre. Maintenant, on a tellement une technologie avancée, une facilité de produire des choses qu'on fournit directement de la vidéo. Et c'est vrai que moi, en tant que réalisateur, je check très souvent des vidéos. Pas tout le temps, mais très souvent des vidéos. Et du coup, la partie layout, donc qui va être la partie technique de cadrage, de placement des personnages, de relation, alors, faire gaffe, pardon, parce que l'audience n'est pas forcément au fait, de taille des personnages par rapport aux autres. On va de plus en plus le poser dans le storyboard de manière très très claire et très très précise. Donc, le story, juste, vas-y. c'est toujours une question qui m'est... Combien coûte la réalisation, par exemple, d'une minute d'animation? Est-ce qu'un bon storyboard et un bon layout permet d'économiser quand même? Enfin, voilà. Alors, oui, et chaque prod est différente. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ok, parce que merci pour cette par réponse claire. Par rapport à ce que disait Quentin tout à l'heure, c'est vrai que moi, mon intervention, elle était plus sur la série. Donc sur la série, on va dire classique, qui représente quand même peut-être 90, je n'ai pas de chiffres, mais bon, à la louche, je dirais quand même 90% du business. Hein. Je ne sais pas, par rapport à du long métrage et des trailers de jeux, la série d'animation, c'est quand même des gros volumes. Il faut savoir qu'une série, une série complète, c'est des formats généralement de 52 x 13 minutes ou du 26 x 26 minutes. Dans tous les cas, on est sur 10 heures de programme, là où un long métrage est autour d'une heure et demie, 1h40, 1h20, ça dépend. Donc c'est évidemment, quand on fait du storyboard, on a beaucoup plus de chances de travailler sur de la série que sur du long métrage. Donc ça, c'est la première chose. Et après, évidemment, comme l'a dit Quentin, chaque production est différente. On va se retrouver à faire du film d'auteur où là, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Et faire venir un personnage face caméra avec une action de fou, ce ne sera pas un problème parce que ce sera sur des standards qu'on exigera. Par contre, sur une logique de série d'animation, c'est sûr qu'on réfléchit un peu plus à ça. Hein. Voilà, on réfléchit un peu plus à ça. En moyenne, si je peux rentrer dans les chiffres. Vas-y. J'allais juste dire le coût à la minute, en moyenne, voilà. On est autour de 10 000 € la minute, enfin, grosso modo. Sur de la série, pardon, sur de la série. Sur la série. Voilà. Parce que j'aimais bien faire la comparaison sur le long métrage, par exemple, un film comme Kung Fu Panda coûte environ 120 millions d'euros à fabriquer. Et comparé à J'ai perdu mon corps, qui était environ 5 millions d'euros, c'est qu'en gros, on avait le budget pour faire 3 minutes de Kung Fu Panda pour faire un long métrage. Et donc, vraiment, en relation, en fonction du projet, c'est pas le même, c'est vraiment pas le même coût, quoi. La moyenne du long métrage en France, elle se situe aux alentours de 7 millions d'euros en film d'animation. Oui. On va sur du 12 millions quand on tape dans du Astérix. En coût de fabrication. C'était 36 millions le 2. Hein. Ouais, sur Astérix, c'était plus. Le dernier était plus cher. Bon alors nous, on n'est pas, ça coûte pas aussi cher de faire une minute de live du soir, mais pour aller peut-être conclure sur cet événement, un mot sur comment s'inscrire, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est la première formation dédiée au storyboard layout. Aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes. On a déjà quelques candidatures assez intéressantes. Alexandre, tu peux peut-être en parler rapidement avec Aymeric, peut-être également. On a un prérequis qui est en fait un niveau de dessin intermédiaire, je dirais, ou confirmé, qui est quand même nécessaire. Et la formation est accessible en post-bac. Donc c'est l'équivalent d'un niveau 4, c'est ça Aymeric, je ne me trompe pas. Et puis on a après des modalités d'accès avec quelques exercices, peut-être que tu veux en dire un peu plus. Il y a une entrée qui est assez atypique dans cette formation. On demande un petit test. Alors je tiens à rassurer, on ne vous demande pas de savoir d'être storyboarder, parce que sinon vous ne faites pas une école. Si vous êtes déjà storyboarder, vous allez perdre du temps.
C'est juste qu'on essaye de rechercher là-dedans avec un petit scénario qui est écrit par un prof de l'école qui est Alain Gagnol, un petit séquençage de ce texte pour voir un peu si on est habile avec le cadrage tout simplement, s'il y a des références cinématographiques, et ça n'est pas quelque chose qui est on va dire ultra sanctionnant. C'est vraiment un indicateur qui nous permet de bien savoir aussi si les candidats veulent faire du storyboard. Vous l'avez compris, le storyboard, c'est pas si simple que ça. Ça nécessite d'avoir pas mal de compétences et donc de bien s'immerger et bien s'impliquer là-dedans. En conséquence, on essaye d'aller chercher aussi la motivation, le projet. On veut bien accueillir tout le monde. Le prérequis en dessin, tu fais bien de le souligner, il ne faut pas être débutant en dessin. Néanmoins, on peut postuler dans cette formation, même si on n'a pas un dessin ultra sûr. On peut le tenter, on voit ce que ça donne, on en parle ensemble. Notre idée, c'est vraiment de construire cette formation avec nos étudiants, de permettre à un maximum d'aller dans cette formation à condition qu'on soit vraiment un grand fan de cinéma, je crois que ça c'est clair, qu'on aime raconter des histoires avec des images et qu'on soit effectivement assez productif, c'est-à-dire qu'on n'ait pas peur de produire beaucoup et dessiner, qu'on aime faire des croquis, rapides, etc. Il faut le tenter. Voilà. En tout cas, ça sera avec plaisir qu'on étudiera toutes les candidatures. On est là pour répondre aux questions. On va clôturer. Toutes les informations, évidemment, vous pouvez les retrouver dans les liens sur ce live YouTube. On a une documentation qui est, dans ce sens-là, c'est mieux, qui est téléchargeable en ligne avec un témoignage de Quentin, d'ailleurs, d'anciens étudiants aujourd'hui dans le layout. Merci Florian, merci Quentin, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci Aymeric, merci Alexandre et merci à toutes les équipes bien sûr qui ont permis de faire ce bon moment. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. 3, 2, 1